Bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission de débat et d'analyse en cette semaine spéciale syndicale. Le dossier du jour sera consacré au dialogue social au Bénin. Et au sommaire également de cette émission, au Sénégal, des membres du PDS réclament une refondation du parti. Au Soudan, le président Omar El-Béchir s'engage à relancer l'économie nationale. En Afrique du Sud, ouverture du Forum économique mondial sur l'Afrique. Et ils sont avec nous tout au long de cette émission pour en parler. Notre invité, Kossi Boniface Nyonguenon, ingénieur en informatique. Bienvenue parmi nous. Bonsoir, chers téléspectateurs et puis chers co-débatteurs. Bonsoir. Et bien évidemment, nos éditorialistes Jean-François Akanji-Kambe. Jean-François, bienvenue. Bonsoir Amira. Et Jean-Marie Bitomo. Jean-Marie, bienvenue. Bonsoir Amira et bonsoir à nos téléspectateurs. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Au Sénégal, c'est le souhait d'un courant dirigé par Modou Diagne Fada, le président du groupe parlementaire de la formation, le PDS, à l'Assemblée nationale. Il estime qu'après 41 années d'existence sans réel changement dans son fonctionnement, le PDS doit aujourd'hui se réformer. Ibra Khadien Diaye. Le PDS, le Parti démocratique sénégalais, à l'épreuve de l'unité. Outre le phénomène de la transhumance politique avec le départ de plusieurs des membres et les procédures judiciaires, la formation politique du pape du Sopi, le changement en Wolof, connaît de nombreuses frondes. Plusieurs membres, dont le président du groupe parlementaire, Modou Diagne Fada, réclament une refondation du parti de l'ancien président Abdoulaye Wade. Le candidat du parti ayant été déjà choisi en la personne de Karim Wade, aujourd'hui, il ne peut pas être le secrétaire général du parti. Parce que pour nous, il faut séparer les deux fonctions, la fonction de candidat du parti et de celle de secrétaire général du parti. Et ensuite, nous pensons qu'aujourd'hui, il faut choisir quelqu'un d'autre de la même génération que Karim Wade pour présider aux destinées du Parti démocratique sénégalais. Nous sommes restés 41 ans avec presque la même direction. Il est arrivé le moment d'insuffler du sang neuf à la direction du parti. Et pour cela, il faut aller au Congrès. Après le départ de l'ancien Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye du PDS, qui a créé sa propre formation politique, ces turbulences risquent d'éloigner encore plus le parti d'une possibilité de retrouver le pouvoir à la prochaine présidentielle. Il est clair que le secrétaire général du Parti démocratique sénégalais, Abdoulaye Wade, ne pourra pas rester à vitam aeternam. Il va bien falloir de trouver un remplaçant. Il a réussi par une manœuvre qui est digne d'Abdoulaye Wade à mettre son fils quasiment au poste de secrétaire général adjoint, en tout cas celui qui peut le remplacer. Donc aujourd'hui, le PDS est au bord de l'implosion, dans le sens où tout partie du PDS est encore inféodé à Abdoulaye Wade et qui veulent suivre le chemin du président. Il y en a d'autres qui se disent non, maintenant il va falloir que le PDS tourne la page. Le PDS, ce parti politique d'inspiration libérale, est fondé en 1974 par l'ancien président Abdoulaye Wade. Karim Wade, le fils de l'ancien président, a été désigné le 21 mars 2015 comme candidat à la prochaine présidentielle par les militants du Parti démocratique sénégalais. Une désignation qui ne fait pas l'unanimité. Condamné le 23 mars 2015 à une peine de 6 ans d'emprisonnement et à une amende de 138 milliards de francs CFA pour enrichissement illicite, ses espoirs d'être candidat à la présidentielle de 2017 restent fortement compromis. Jean-Marie, est-ce que le PDS allait mal avant l'affaire Karim Wade? Je pense que le PDS allait déjà mal avant que l'affaire Karim Wade ne soit jugée, mais ce jugement-là a contribué, comment dirais-je, à déstabiliser, si vous voulez, tout le parti. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il faut déjà avoir la nomination du candidat. La nomination du candidat intervient pratiquement un jour avant qu'il ne passe au tribunal. Donc, vous avez des velléités sûrement à l'intérieur du parti qui n'ont pas été satisfaits de la manière dont Karim Wade a été élu. Donc à partir de là, c'est un parti ancien. Bon, on a connu l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade qui est le fondateur du parti en fait. Mais à l'intérieur, si vous voulez, bon, un parti c'est la dynamique interne. Dans la dynamique interne, les gens ne se retrouvent plus, si vous voulez, sur les points de départ sur lesquels ils étaient tombés d'accord. Parce que là, dans le reportage, nous venons de voir uniquement, si vous voulez, le président du groupe parlementaire PDS à l'Assemblée nationale. Mais vous avez tous les premiers, si vous voulez, les premiers compagnons de route d'Abdoulaye Wade qui ne sont plus d'accord avec le fonctionnement interne du parti. Oui, il y a d'autres frondeurs. Hein, exactement. Mais... Donc, vous avez déjà l'ancien premier ministre qui a créé son propre parti. Et à l'intérieur, on demande un peu plus de démocratie parce qu'on s'aperçoit que, en fait,
ce qui se passe, c'est que, bon, je ne lui prête pas des intentions, si vous voulez, malsaines. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que, bon, l'ancien président va partir, il va laisser son fils à la tête du parti. Donc vous avez quand même, au niveau de la démocratie interne, ça ne me paraît pas être, si vous voulez, une pensée qui soit positive par rapport à ce que représente le Sénégal aujourd'hui dans la dynamique, si vous voulez, démocratique. Alors, Jean-François, le PDS allait déjà mal avant l'affaire Karim Wade, mais cette désignation de Karim Wade comme candidat pour l'élection présidentielle, ça a un peu quand même exacerbé les tensions qu'il y avait déjà au sein du parti. Bien sûr que ça a exacerbé les tensions, mais ça ne s'est pas aperçu tout de suite, parce que on était dans un moment où l'unité du parti, on avait besoin de l'unité du parti. Karim Wade devait être jugé, son audience était le lendemain de sa désignation, et puis je pense que à ce moment-là, les différentes déclarations, la tension que l'ancien président Abdoulaye Wade mettait sur la scène politique a réunifié également, mais fatalement, on devait en arriver là. Cela étant, moi j'y vois quelque chose de positif. De toute façon, il faut être de temps en temps optimiste. C'est le propre de tout corps que d'être en mouvement. Le mouvement, c'est la vie, dit-on. Pourquoi pas les partis politiques? Simplement, il faut que ça s'inscrive dans le temps politique et dans l'agenda politique. Là, aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est une affaire très sérieuse. Je crois qu'on est au bord d'un changement de génération au sein du PDS. C'est ça qui se joue, me semble-t-il, je dirais, la fin également d'une dynastie. Parce qu'il y a l'intention dynastique, le président Abdoulaye Wade l'avait déjà quand il était président, il le poursuit dans le parti, ça va, vous vous rendez compte, en dégringolant un peu, je ne sais pas quelle sera la prochaine étape. Oui, parce qu'en fait, M. Ngannou, ce qui se passe, c'est qu'on a un peu l'impression que les frondeurs ne veulent plus des Wade au sein du PDS, ils ne veulent plus de Karim Wade comme candidat, ce qui peut se comprendre puisqu'il est incarcéré, mais ils ne veulent plus non plus d'Abdoulaye Wade comme président du parti, alors qu'il en est le fondateur. Est-ce que le PDS sans les Wade, est-ce que c'est possible ? Aussi, vous voyez, bon, c'est un parti politique, comme on l'a dit. Il n'est pas dit que celui qui a créé le parti doit nécessairement être dans le parti avant que le parti ne vive. Donc, une fois que la structure est mise en place, n'importe qui peut diriger, n'importe qui peut prendre des responsabilités au niveau du parti. Donc, c'est ce qui se passe. Il y a une dynamique des organisations qui existent en tant que telles. Une fois que les structures sont là, qu'on peut les respecter, on peut le faire. Mais seulement, il faudrait savoir, celui qui prend ce parti-là en charge, qu'il soit vraiment libre de toute contrainte, de toute pesanteur politique ou bien pesanteur des affaires, qu'il soit en dehors des affaires, qu'il puisse le condamner. Et au Soudan, le président Omar el-Bashir s'engage à relancer l'économie du pays, une économie en berne depuis plusieurs années maintenant. C'est au stade de Green Square, dans le centre de Khartoum, la capitale, qu'il a appelé la population à une cohésion nationale. On fait le point avec ce sujet dit de Latmira Belbissou. Nouveau mandat pour le président Omar el-Béchir, nouvelle vision politique, économique et sociale du Soudan. Depuis la sécession du Soudan du Sud en 2011, le pays n'avait pas connu d'élection. Élu avec 94% de suffrages le 27 avril 2015, le président el-Béchir a appelé à l'union nationale et a annoncé des changements dans plusieurs secteurs d'activité les jours à venir. Je promets de travailler avec tous les Soudanais pour mettre fin à la crise économique qu'est vue le Soudan et aller de l'avant pour assurer une meilleure vie à tous les Soudanais. L'étape 2 concernera l'amélioration des services. La santé devra être améliorée, tout comme l'éducation. Le président Omar el-Béchir détient 323 sièges parlementaires sur les 426 que compte le Parlement. Il promet d'améliorer l'accès à l'eau et aux terres agricoles. Pour certains observateurs, régler les conflits et travailler sur les recettes pétrolières en baisse depuis la sécession du Soudan du Sud en 2011 sont des questions prioritaires. Je pense que c'est une bonne occasion de revoir le gouvernement et ses politiques pour l'avenir. Cependant, le message et le signal du discours du président el-Bashir, nous sentons qu'il appelle le peuple à plus de patience. Toutes les questions soudanaises sont liées à la paix, la guerre et la concorde nationale, qui sont des dossiers importants. Les prochains jours révéleront les tendances et les politiques actuelles du gouvernement en ce qui concerne les problèmes du pays. Sur le plan international, le président Omar el-Béchir est accusé par la Cour pénale internationale d'avoir orchestré le génocide et autres atrocités dans sa campagne visant à écraser une révolte dans la région du Darfour. Des accusations qu'il a rejetées en bloc. Jean-François, le président Omar el-Bashir appelle donc à la relance économique du pays, mais ce qui paraît prioritaire quand même pour ce pays, c'est parvenir à une paix durable.
Personne ne pourrait lui reprocher d'avoir les objectifs qu'il affiche, c'est-à-dire relancer l'économie, promouvoir le social, relancer, en tout cas dynamiser le dispositif de santé pour la population. Personne ne pourrait lui reprocher, sauf que le président Omar el-Béchir en est à son 2e mandat et à sa 25e année de pouvoir. Donc il n'est pas vraiment le candidat de la rupture, et ce n'est pas aujourd'hui qu'on peut le croire sur parole. Je crois qu'il faudra attendre les actes. Pour le reste, s'agissant de votre question, c'est un objectif pour l'ensemble de la région, pas seulement pour le Soudan d'ailleurs, pour l'ensemble de la région, parce que la guerre qui sévit au Soudan du Sud et puis les affrontements entre les 2 Soudans rejaillissent sur les États qui sont autour, que ce soit au Tchad, que ce soit en République centrafricaine. On a des effets tectoniques de cette manière-là. Je pense que c'est un enjeu pour le Soudan de demain et pour l'existence même d'un Soudan du Sud pacifié, parce que depuis l'indépendance, ce pays n'a pas connu, sa population n'a pas connu de stabilité, de calme simplement pour vivre paisiblement. Je pense qu'il faudrait que le président Omar el-Béchir, qui en est à son dernier mandat, c'est ce qu'il a promis d'ailleurs, il ne demandera pas la modification de la Constitution, on reviendra à la fin du mandat pour savoir. Bon, s'il tient parole, je crois qu'il sortirait grandi dans l'histoire s'il contribue lors de son dernier mandat à apaiser les tensions, enfin les conflits d'abord et puis ensuite les tensions politiques dans cette région-là. Alors Jean-Marie, Omar el-Béchir s'est également dit ouvert à reprendre les pourparlers, les négociations avec l'Occident. Mais est-ce que l'Occident est prêt de son côté? Justement, parce que je voulais vous dire tout à l'heure, Amiras, de mon point de vue, si vous voulez, la relance économique, si vous voulez, pour moi, c'est un vœu pieux. C'est un vœu pieux tout simplement. Pourquoi? Parce que l'économie, c'est pas la politique. L'économie, si vous voulez, vous avez une dynamique interne. La dynamique interne, c'est quoi? C'est la stabilité du pays. Et il faut que vous ayez des investisseurs internationaux qui s'intéressent, si vous voulez, au pays pour pouvoir y investir. C'est vrai que le Soudan, depuis qu'on a eu la scission, si vous voulez, du pays en 2 États, c'est plus le Soudan du Sud qui a beaucoup plus de capacités pétrolières en tant que tel. Donc ce qui fait que relancer l'économie, c'est bien beau, si vous voulez. Pour moi, ça me semble un discours comme la plupart du temps qu'on a des discours en Afrique, dans la mesure où on ne tient pas les leviers, si vous voulez, de cette économie-là. Vous avez beau être président de la République aujourd'hui, les investissements internationaux dépendent, si vous voulez, de paramètres simples qui sont la stabilité, la rentabilité, si vous voulez, des entreprises au sein de cet État-là. Donc tout ce que je peux lui souhaiter, c'est qu'on puisse, comme Jean-François disait tout à l'heure, qu'on puisse pacifier, c'est-à-dire les relations entre les 2 Soudans aussi. Ça, c'est relativement important, comme il a remarqué. Donc, dès l'instant qu'on n'a pas cette stabilité-là économique et cette stabilité politique-là, je pense que pour moi, la relance économique n'est pas possible. Alors, monsieur Nyonguenou, ça paraît aussi compliqué de relancer l'économie d'un pays quand le président est accusé par la Cour pénale internationale et qui ne jouit pas forcément d'une très bonne réputation. Crédibilité, effectivement. Bon, vous savez, l'économie, c'est la confiance. Si les investisseurs n'ont pas confiance à la personne qui est le mandant de cette région-là, de ce pays, on ne peut rien investir. Donc, quand on est corrompu, tout le monde fuit autour de soi. Donc, il faut mettre en place des leviers, comme a dit mon co-débatteur ici, pour qu'il y ait un assainissement réel et profond du pouvoir, au sein du pouvoir et puis autour du pouvoir, afin que les investisseurs puissent avoir confiance davantage pour investir dans le pays. Parce que c'est vrai, Jean-François, le Soudan part quand même avec un gros handicap. Alors, il part avec un gros handicap si on considère que les investissements viennent essentiellement hors du continent, du continent africain. Il y a un fait lors de l'investiture du président nouvellement élu. Il a quand même mobilisé la plupart des chefs d'État et de gouvernement, au moins de la moitié des pays du continent, qui sont venus à cette investiture comme si c'était un acte, si c'était un moment très très particulier. Donc, je pense qu'il a la question que vous posiez tout à l'heure sur l'image qu'il a à l'étranger, et notamment en Occident après sa mise en accusation par la Cour pénale internationale, il a cherché à le compenser, notamment à cette occasion-là. C'est une sorte d'adoubement par le continent, de soutien du continent, mais simplement les investissements ne viennent pas essentiellement du continent, nous le savons très bien. Les échanges interafricains restent encore de l'ordre de l'objectif. Donc, bon, c'est un acte politique, comme le rappelait tout à l'heure Jean-Marie, les actes politiques ne sont pas... Les actes politiques n'ont pas d'incidence économique nécessairement. Voilà, là, ça n'aura pas d'incidence. C'est un coût.
médiatique. Jean-Marie. Je voudrais juste, si vous voulez, compléter ce que Jean-François vient de dire. Ça voudrait dire quoi? Il y a tous les chefs d'État africains qui ont été là, je suis d'accord, comme Jean-François vient de le dire. Enfin, pas tous, le problème, c'est que la plupart, un certain nombre y étaient. Mais ils ne sont pas venus, si vous voulez, par rapport à l'élection de Béchir. C'est en fait une contestation contre la CPI, du fait qu'il soit, si vous voulez, introduit à la CPI. Donc ça, c'est un acte politique, c'est-à-dire où les Africains veulent s'exprimer un peu à la CPI. Exactement, à la communauté internationale, en se disant que bon, nous sommes des Africains, donc en tant qu'Africains, bon, nous sommes capables de pouvoir nous juger. On n'est pas d'accord avec vous qu'on puisse transférer un président. Bon, déjà, comment dirais-je, pas la condamnation, comment dirais-je, le mandat d'arrêt avait été lancé, il était déjà au pouvoir, donc. La plupart des chefs d'État africains se sont levés contre ça en se disant que bon, c'est un président en exercice. Pour quelle raison est-ce qu'on demandera en sorte qu'on le transfère à la CPI? Donc pour moi, si vous voulez, l'affluence qu'il y a eu, entre guillemets, si vous voulez, lors de sa réélection, c'est beaucoup plus une contestation vis-à-vis de la communauté internationale, de mon point de vue. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa News. On remet tout de suite.